Bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième épisode du Seb Show dédié à une séance de questions-réponses, des questions que vous m'avez posées, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch. Donc, je vais faire le tour de certaines de vos questions. Il va m'en rester encore pour quelques autres séances probablement. Donc, et en plus, vous continuez à m'en poser, donc ça me fait super plaisir. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires et vos questions, tout se trouve en dessous du vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos questions ou vos commentaires dans les vidéos les plus récents, comme ça me permet de vous répondre le plus rapidement possible. Et aussi, si vous voulez faire un petit like parce que vous avez aimé les réponses que je vous ai données ou que vous aimez le format des questions-réponses, ben ça va me faire super plaisir avec un petit pouce en l'air. Donc, cette fois-ci, j'ai encore beaucoup de questions sur Facebook que j'ai pas traitées. Je me les garde un peu plus tard parce qu'il y en a plusieurs qui, je dirais, me demande un peu plus de travail. Par exemple, je sais qu'on m'a demandé de commenter, entre autres, la vidéo d'une ex-joueuse de Secret Story. La question m'avait été posée sur Facebook et sur YouTube, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça me demande un peu plus de temps, parce que j'ai pas encore écouté la vidéo, j'ai pas pris le temps. Fait que je résume avec des questions peut-être un petit peu plus rapides, ou que je connais assez bien les réponses, ou que j'ai donné les réponses dans d'autres vidéos, mais que je vous ramène ici pour rassembler un peu les questions-réponses tout au même endroit. Donc, je vais commencer une question qu'on m'a posée récemment, vu que c'est super récent. Pourquoi je n'avais pas commenté Celebrity Big Brother encore? Donc, la saison 2 qui a commencé là, à peu près une semaine et demie, 2 semaines. Et les gens me demandaient pourquoi tu n'as pas commenté, pourquoi tu n'as pas fait un suivi, un peu comme Survivor. Deux raisons principales. La première, Celebrity Big Brother, c'est une télé-réalité qui est très très rapide. C'est-à-dire que elle dure environ 3 semaines. Donc, à partir du moment qu'il faut que j'attende une semaine avant de vous commenter, ben vous avez quasiment 2, 3 joueurs, 4 joueurs qui peuvent avoir été éliminés d'un coup durant cette semaine-là. Et c'est dur de faire le suivi, un suivi intelligent et je dirais stratégique de la chose. Parce que mes vidéos sur la télé-réalité, c'est souvent de l'analyse que j'essaie de faire. Donc, les choses qui se passent à l'intérieur, comment que les joueurs risquent de réagir, les stratégies de chaque joueur, leur mentalité. Bon. Le problème de Celebrity Big Brother, c'est que c'est tellement rapide que c'est un jeu qui est quasiment axé sur l'impulsivité. C'est un jeu que les joueurs réagissent sur le coup, réagissent pas nécessairement stratégiquement. La donne change rarement ou peut changer drastiquement, mais je veux dire, c'est difficile de bien analyser un jeu comme ça. C'est pas comme quand, entre chaque élimination, il y a une semaine d'écart. Fait que là, à ce moment-là, on peut analyser et dire, oh, ok, il y a peut-être eu un changement d'orientation des joueurs par rapport au vote, par rapport à qui ils vont éliminer. Il va-tu avoir un backdoor? Il va-tu... Celebrity Big Brother, c'est plus dur. C'est comme si j'essayais d'analyser une double éviction d'un Big Brother traditionnel, mais genre à semaine longue. Fait que pour moi, je voyais ça de dire, on va faire 3 épisodes. Je pouvais pas vous en donner plus que ça. C'est pas comme si j'avais pu vous faire des épisodes une fois après chaque élimination qu'il peut avoir eu jusqu'à maintenant. Donc, j'ai décidé d'y aller avec le format que j'avais fait l'année passée, c'est-à-dire un épisode récapitulatif à la fin, revenir sur la saison, les bons côtés, les mauvais côtés. Moi, à mon sens, c'est pas quelque chose qui me fait triper, un Celebrity Big Brother. Donc, c'est probablement la méthode que je vais utiliser, c'est-à-dire, je voulais voir la durée. Si la durée avait été un peu plus longue que l'année passée, c'était durant les Olympiques, je comprenais que le design était un peu composé dans cette optique-là. Mais vu que le design est similaire cette année, même je pense qu'il est un peu plus court, je voyais pas l'intérêt de faire vraiment plusieurs épisodes du Seb Show par rapport à Celebrity Big Brother. Donc j'espère que ça vous explique un peu ce qui va se passer. Je vais vous faire un épisode récapitulatif à la fin de la saison. Comme l'année passée. Bon, deuxième question qu'on m'a posée, ça c'est une question qui est revenue souvent. Je vous ai répondu dans un des vidéos d'Occupation Double, mais je vais revenir quand même un peu là-dessus parce que je trouve que c'est une question qui est importante. La critique, ou du moins le commentaire qui revient souvent par rapport à la télé-réalité, c'est pourquoi on voit pas des gens normaux en télé-réalité. Puis là, faut se comprendre, quand les gens parlent de normaux, c'est du monde de tous les jours. On voit souvent des barman, barmaids, des influenceurs, du monde qui sont plus en vue, ou des gens qui
des jeunes, 22, 23, 24 ans. On voit souvent ça dans Occupation Double. C'est souvent le cas aussi, c'était souvent le cas aussi à Love Story. Les gens se demandent, ouais, mais ils sont où, monsieur, madame, tout le monde? Les gens, là, que, au quotidien, on voit. Et ça, c'est une question. Les gens ont la perception que c'est la production qui ne veut pas avoir des gens plus normaux. La réalité, c'est que c'est un peu plus l'inverse. C'est les gens normaux qui ne participent pas aux auditions de télé-réalité comme ça. C'est niaiseux, puis c'est pour ça aussi que j'amène beaucoup l'aspect de il nous faut une télé-réalité plus compétitive. Parce que les gens, normalement, veulent pas aller dans un dating show à TV. OK? La majorité des gens ne veulent pas s'essayer, puis souvent, quelqu'un de normal va pas se voir nécessairement comme « Ben oui, je vais conquérir toutes les femmes et toutes les femmes vont être en mes pieds durant cette émission. » Il faut souvent une once d'arrogance, une once d'ego démesuré pour penser de dire « Ben oui, je vais aller chercher la femme de ma vie là et toutes les femmes vont être derrière moi, un peu comme Renaud à Occupation Double la saison passée. » Donc, la majorité des gens sont pas comme ça. Donc, ils rejettent beaucoup le côté dating show. Ils prennent pas des gens. En fait, les gens je pourrais dire, ne se présentent pas aux auditions de ces télé-réalités-là. Il y a quelques exceptions, évidemment. Il y a des gens qui se présentent. Et là, à ce moment-là, ben, c'est souvent. Quand tu arrives et tu considères, ben écoute, la majorité de mon cast, tu sais, il y a, je sais pas moi, 2000 personnes qui se sont présentées, puis 1997 personnes du cast, c'est des jeunes de 22, 23, 24 ans, musclés, barman, barmaid, qui font du mannequinat ou peu importe. Puis que les trois autres sont des gens de 37, 38 ans, même si c'est pas permis. Là, je pense que, comme à Occupation Double, je pense que l'âge limite c'est 35 ans, je suis pas sûr, ou 30 ans, là, quelque chose de même. Mais bon, admettons que ça serait permis. Ben, ça reste quand même que la personne de 37-38 ans, ils vont faire comme. Ouais, elle va être en dehors du moule pas mal, tu sais. C'est comme. Bon. Là, l'autre aspect aussi derrière ça, c'est le fait que généralement des gens. Et puis, j'aime pas utiliser le terme normal, mais je vais l'utiliser parce que souvent c'est le terme que j'entends souvent par rapport à ça, mais du monde de tous les jours, ben, ils ont des obligations de vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est du monde qui travaille, qui peuvent pas prendre 2 mois, 3 mois de congé. C'est du monde qui font des études universitaires des fois. C'est du monde qui ont déjà leur famille. Ils vont pas aller dans un dating show, là. Ils veulent pas se présenter là. Puis c'est là qu'on voit la nuance. Quand tu regardes ce qui se passe aux États-Unis avec Survivor, entre autres, ou même Big Brother, où ce que c'est pas des dating shows, là, tu vois une vraie diversité de casting. Tu vois des monsieur, madame, tout le monde, des gens de différents milieux, de différentes mentalités, de différentes religions, de différentes races. Tu vois. Pourquoi? Parce que le prix à la fin, c'est un prix en argent. Survivor, c'est 1 million au gagnant. Big Brother US, c'est 500 000 au gagnant. Ben, même si t'as une famille, si maintenant t'arrives et que t'as une famille, t'as une femme, 2 enfants, t'as une maison, une hypothèque, ben, participer à Survivor, ça peut être intéressant parce que tu peux peut-être ramener chez vous un chèque d'1 million, là. Ça devient. Fait à ce moment-là, c'est comme. Puis Survivor, c'est 39 jours de durée de tournage. Donc, c'est beaucoup plus court qu'une télé-réalité comme, par exemple, Occupation Double. Fait qu'une personne pourrait prendre logiquement congé pendant 39 jours, même si c'est quand même difficile, mais prendre le risque en se disant, ben écoute, je viens qu'à avoir une chance sur 20 ou une chance sur 18 de gagner 1 million de dollars. C'est quand même intéressant. Les ratios sont bons. Big Brother, c'est similaire, mais encore là, ben, la durée est plus longue. Fait que généralement, ça reste quand même des jeunes qui n'ont pas autant d'attaches qui se présentent aux auditions. Des fois, tu as eu des retraités qui se sont présentés. Il y en a eu quelques-uns. Je pense à Jack, entre autres. Je pense que c'était dans Big Brother 3, je pense, ou 4. 3, je pense. Non, je pense que c'était 4. En tout cas, bref, oui, c'était dans le 4. Donc, Jack, vous aviez eu aussi un monsieur, un militaire qui s'était présenté. Donc, ça encourage la diversité. Parce que c'est un prix en argent. Mais dans une télé-réalité comme Occupation Double, où ce que c'est de trouver l'amour, on a vu ce que ça a donné avec Andrew et Catherine qui sont même pas ensemble, puis qui ont quand même gagné une maison et tout. Ben, il n'y a pas
grand monde normal qui va vouloir juste gagner la maison et la partager avec quelqu'un d'autre, alors que, exemple, ils sont déjà en couple ou ils sont dans une vie plus traditionnelle, puis de se taper une autre maison, probablement un autre compte de taxes, un autre compte d'hydro, puis à un moment donné, c'est un peu ça aussi la dynamique. Là. C'est une dynamique que le monde qui a une petite vie tranquille ne se présente pas dans des shows comme ça parce que les shows ne favorisent pas, en tout cas au Québec, les shows ne favorisent pas ces gens-là à se présenter. Ça favorise les jeunes qui sont encore aux études, qui peuvent se permettre de prendre un 6 mois off ou qui ont des jobs comme barman, barmaid, qui peuvent se retrouver des jobs pas mal n'importe où. Des gens qui veulent se faire voir, qui veulent avancer leur carrière médiatique, entre autres, donc ils vont prendre la chance d'y aller pour qu'on les voie un peu plus. Mais, tu sais, un gars qui arrive, puis je sais pas, moi, il travaille dans une job dans un bureau au gouvernement, qui a une job stable, ben, il voudra peut-être pas sacrifier sa job stable à 50 000 par année pour aller peut-être gagner une maison de 200 000 sans trop savoir s'il va se faire humilier devant le Québec. C'est un peu ça. Fait que il y a plusieurs dynamiques qui rentrent en ligne de compte de pourquoi que le casting n'est pas plus diversifié ici au Québec. Je pense qu'à d'autres endroits dans le monde, même au Canada, quand on regarde Big Brother Canada, le casting est un peu plus diversifié. Au Québec, vu que c'est axé purement sur les couples, sur les relations puis ces choses-là, ben évidemment, le cast sera pas diversifié. De toute façon, un cast diversifié dans un contexte comme ça ne fonctionnera tout simplement pas. Bon, fait que ça fait le tour un petit peu de ma mentalité. Peut-être que il y a certains aspects que j'ai mis de côté puis j'ai pas parlé, mais ça résume bien quand même l'ensemble. Je sais que je l'avais décortiqué aussi dans une autre vidéo, comme je vous disais précédemment. Alexandre Roy m'avait demandé, puis ça c'est une question qu'on m'a posée souvent comme sur Twitch, sur Facebook aussi, mais j'ai retenu celle-ci pour les fins de vidéo. C'est est-ce que je vais faire des podcasts? Il y a beaucoup de gens qui me parlent des podcasts. Et non, pourquoi tu fais pas des podcasts? Moi, j'écoute pas ça, des podcasts. Je trippe pas podcast. Je ne comprends pas cet engouement-là. Ben oui, des podcasts, c'est merveilleux. Puis moi, pour moi, c'est comme... moi, je vais écouter, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, je vais faire même maudite affaire. Moi, je vois pas la différence. Peut-être que c'est moi qui est inculte là-dessus. J'ai l'impression que c'est une saveur du mois, comme Instagram va l'être éventuellement, puis que finalement, on n'en parlera plus éventuellement. C'est comme une saveur que là, tout le monde s'embarque là-dedans, puis ouais, c'est des podcasts. Mais moi, personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à exploiter là-dessus, peut-être qu'il faudrait que je regarde ça plus attentivement, mais moi, personnellement, j'en écoute pas, je trouve pas ça intéressant. Peut-être à un moment donné, je vais explorer cette avenue-là, mais je pense que j'ai assez de travail à faire sur tout le reste. Là. J'aimerais vraiment emmener la chaîne YouTube ailleurs, parler de d'autres sujets, faire des vidéos sur d'autres enjeux que la télé-réalité. Twitch aussi, je veux y consacrer plus de temps, je veux mettre des énergies là-dessus. Fait que ajouter un podcast là-dessus, c'est un peu comme quand j'avais Twitter, puis je l'ai toujours, mais je l'ai sacrifié dans le sens que je ne mets plus rien sur Twitter parce que pour moi, c'est comme, pas nécessairement une perte de temps, mais l'investissement de temps versus ce que ça rapporte, pour moi, ça n'a pas une grande valeur. Fait que c'est pour ça que le podcast, c'est un peu la même dynamique dans ma tête. Fait que je pense pas vous faire des podcasts, sincèrement. Puis si j'en fais, ça risque d'être loin. T'sais, il va falloir vraiment que je m'intéresse à ça. Et présentement, j'ai zéro intérêt, zéro pin bar pour des podcasts. Je ne critique pas ceux qui en font. Si vous tripez, si vous avez du fun à l'en faire, si c'est tripant pour vous autres, ben tant mieux, je suis vraiment content pour vous autres. Ben moi personnellement, je me sens pas à l'aise avec un podcast. Puis je pense qu'il faut qu'on fasse des choses qui nous font plaisir et qui ne sont pas comme des tâches à accomplir dans la vie, surtout quand on travaille déjà. Puis moi, je verrais ça comme une tâche à faire, un podcast, parce que j'irais peut-être de reculons. Fait que tant qu'à faire ça, tant qu'à avoir cette mentalité-là, aussi bien pas en faire. Donc, ensuite de ça, on a Eatmo. Eatmo qui nous pose quand même pas mal de questions. Je répondrai pas à toutes tes questions aujourd'hui, Eatmo, parce que tu m'en avais posé 4-5, je pense. Mais j'en ai ressorti j'en ai ressorti 2 pour aujourd'hui. Donc, Eatmo nous avait demandé pourquoi l'ancien maître a quitté. Ça faisait suite à mon dernier vidéo, je pense, ou mon avant-dernier vidéo, où je parlais du fait que le maître avait quitté après Love Story 5 et c'était un nouveau maître à Love Story 6.
Il n'y a pas grande explication à décortiquer là-dedans. C'était une décision personnelle de l'ancien maître. Je crois qu'il... Puis là, je spécule, mais qui avait peut-être plus qui avait peut-être plus la même vision par rapport au jeu et par rapport à ses obligations en tant que maître, je pense. Mais c'était une décision personnelle. Ça n'a pas été pour un changement de direction du jeu ou quoi que ce soit. Je pense que ça a été une décision qui a été prise vraiment personnellement par cette personne. Et je pense que ça a été une bonne décision. Si pour lui c'était important de quitter, je pense que ça a été une bonne décision. Malgré tout, je pense que ça a eu un effet énorme sur la qualité de Love Story 6. Je pense qu'avec lui à la barre, le jeu aurait été vraiment, mais vraiment différent. Je pense qu'on aurait vraiment eu une très belle saison de Love Story 6. J'ai le sentiment que oui. Peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment que oui. Que le jeu aurait été à la hauteur. En rétrospective, pour ce qui est du jeu, à mon sens, Love Story 6 était un échec total. Là. Ou presque. Presque. Il y avait quand même des bons éléments sur 2-3 affaires, mais le reste, je trouve que ça a été ordinaire comme jeu. Fait en tout cas, moi, je me suis pas amusé vraiment en tant que joueur à l'intérieur. Puis quand je parle d'amuser, c'est les possibilités qu'on a en tant que joueur, des choses qu'on peut accomplir. Je trouve qu'on était extrêmement limité et ça favorisait pas du tout ni la stratégie, ni les confrontations, ni rien. Je pense que c'était des confrontations d'école secondaire plus que des confrontations vraiment de jeu. Fait que dans ce contexte-là, oui, je pense que l'ancien maître aurait fait un bien meilleur travail, genre une grosse coche au-dessus. Et je pense que ça l'a reflété aussi par rapport à Big Brother Québec. Parce qu'à Big Brother Québec, la personne qui était en charge de Big Brother Québec était la même qui était en charge de Love Story 6. Et donc, c'était le maître de Love Story 6 qui était comme, je pourrais dire, le maître de Big Brother Québec. Et dans les deux cas, les deux concepts ont été mis à terre par manque de vision. Puis là, je veux quand même clarifier que c'est pas du tout contre la personne que je dis ça, parce que c'est une personne extraordinaire, c'est vraiment une bonne personne, celui qui dirigeait ça. Mais dans ce contexte-là, je pense qu'il manquait vraiment de la vision, ou il y avait un élément extérieur qui rentre en ligne de compte, mais je pense sincèrement que c'était peut-être un manque de vision sur le jeu. Peut-être que sa vision du jeu était plus limitée versus l'ancien maître qui avait une vision du jeu plus ouverte de donner de la corde aux joueurs pour que eux créent un show et non pas que ça soit dirigé d'une façon, je pourrais dire, d'une façon plate et d'une façon rigide. Je vais résumer ça de même. Bon, ensuite de ça, Hitmo, Hitmo m'avait aussi parlé, c'est vrai, il m'avait parlé des podcasts. Je pense que je t'ai répondu Hitmo en même temps que Alexandre Roy. Donc, il y a son autre question à Hitmo, c'était pourquoi il n'y a plus de Love Story après le 6? Il y a eu, premièrement, VTL a voulu changer de direction complètement après Love Story. Love Story était associé beaucoup avec TQS. V voulait changer un peu son image, et c'est d'ailleurs pour ça que V a emmené Big Brother Québec par la suite, même si c'était sensiblement un concept, en tout cas, eux l'ont exploité sensiblement de la même façon, ils voulaient changer un peu le nom, ils voulaient changer un peu la dynamique, et je pense que ça a été une mauvaise stratégie. L'autre aspect est que la télé-réalité avait comme un recul à ce moment-là. Love Story ne faisait plus les codes d'écoute qu'elle avait fait au temps de Love Story 4 et 3, entre autres. Je pense principalement... Eux ont associé ça au fait qu'il y avait un désintérêt de la télé-réalité. Moi, je pense plutôt que c'est parce que le show était rendu plate en maudit et qu'il n'y avait pas de créateur ayant une vision étendue de ce que pouvait être le jeu de Love Story. Donc, tous ces éléments-là mis ensemble ont fait en sorte que probablement le concept n'a pas... était plus intéressant à emmener. Ils sont allés chercher par après Occupation Double, comme on le voit là présentement, mais je pense qu'eux ont plus vu la valeur monétaire du concept que vraiment le fait que c'était un concept qui amenait de la nouveauté. Il y avait une base,
un fanbase très important d'Occupation Double, eux amenaient avec Julie Snyder, dans le fond, la base d'Occupation Double avait, donc retiraient des codes d'écoute à TVA. C'était plus une guerre comme ça, alors que Love Story ne faisait pas vraiment ça. L'autre aspect aussi est que Love Story coûte extrêmement cher à produire. Construire un loft, avoir des caméramans 24 heures sur 24, des preneurs de son, des gens sur les consoles, les activités. Puis même si Occupation Double coûte définitivement plus cher, on s'entend que dans le range de prix, probablement qu'Occupation Double coûte vraiment plus cher. Pour Love Story, c'était quand même un concept qui coûtait cher et qui était incertain à cause des dernières codes d'écoute. Fait que tous ces éléments-là ont probablement nuit au retour de Love Story. Il aurait fallu avoir quelqu'un à la barre de Love Story qui veuille emmener le concept ailleurs. Et comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, c'est extrêmement dur d'avoir quelqu'un qui a, je pourrais dire, les couilles, de dire non, moi je prends le concept puis je l'amène vraiment ailleurs, puis je l'amène vraiment à une place où ça va être tripant pour le téléspectateur. Les gens sont très conservateurs dans ce domaine-là. C'est comme, ben ça a fonctionné, fait qu'on va continuer à le répéter, même si on perd un peu de code d'écoute à chaque saison. C'est sûrement ça que le monde veut. Et c'est pas nécessairement ça qui fonctionne. On le voit un peu aux États-Unis. Les téléréalités, plus de relations amoureuses, de couples, de vie traditionnelle, des stars ou n'importe quoi, perdent des codes d'écoute, alors que les téléréalités axées beaucoup plus sur la compétition reste encore quand même au top. Je dis pas que qui mettent l'emphase sur qui mettent l'accent sur les relations de couple ne survivent pas. Je pense au Bachelor, Bachelorette. Mais les codes d'écoute sont très bas si on compare, mettons, à Survivor qui va en être à sa 38e saison. Puis le show continue, puis il y a encore sensiblement les mêmes codes d'écoute que les 5, 6, 7 dernières années. Là. Fait que moi je pense que c'est un peu ça, malgré que le public télévisuel s'est érodé beaucoup. Les codes d'écoute restent quand même très présents, alors que des shows, comme je dis, comme Bachelor, a vraiment vu ses codes d'écoute baisser au fil des années de façon quand même drastique, puis ça devient quasiment un soap d'après-midi. Là. Ensuite de ça, bon, une grosse question qu'on m'a posée, parce que moi je considère que c'est une grosse question. Sonny Fenn, en fait c'est Sonny Fennec, qui nous a demandé quel moment dans Love Story 4 ou 6 qui n'avait pas été mis dans les émissions que tu aurais voulu qu'il y soit. Ça, sincèrement, il y en a plein. Je pourrais parler autant de bons moments, autant de mauvais moments, qui auraient donné une autre perception complètement des joueurs puis de ce qui se déroulait à l'intérieur. Je pense que 2 joueurs qui ont été très bien vus quand même à l'extérieur du loft furent Thomas et Hugues, et ces 2 personnes qui, en mon sens, ne méritaient pas cette vision positive. Puis malgré tout, puis je vous l'ai déjà dit, j'aurais aimé que Thomas soit dans le All-Star pareil. En tant que compétiteur, je respecte énormément Thomas parce que Thomas s'est donné à fond en tant qu'adversaire, je pourrais dire. Sa personnalité, c'était une autre histoire. Je sais pas où il en est rendu dans sa vie, fait que je jugerai pas ce qu'il en est aujourd'hui. Mais dans le temps du loft, c'était assez atroce. Des commentaires homophobes assez intenses. Des trucs que même aujourd'hui, vous parler durant une vidéo YouTube, je pense que ça serait déplacé de vous en parler. C'était des trucs hard, c'était des trucs qui se disaient pas. Mais sincèrement, là, manque de respect par rapport aux femmes, manque de respect par rapport à la communauté LGBT, manque de respect. Bref, il y avait un manque de respect généralisé par rapport à Thomas. Ça n'a pas été montré dans les émissions, et même que lorsque, à la 3e semaine, Thomas avait survécu à Mimo puis Stéphanie, j'avais été vraiment surpris de ça. À l'époque, je ne savais pas. Évidemment, on ne sait jamais ce qui est montré à l'extérieur. À l'époque, je pensais vraiment que les images devaient avoir été montrées parce que c'était extrême. Ça l'avait pas été le cas. Et ça l'a jamais été le cas durant Love Story 4. Donc, ça m'a déçu un peu. Ça a donné une mauvaise vision du joueur. Puis, je pense que
que ça soit pas montré à TV, je l'ai compris un peu avec le temps. C'était une émission quand même de début de soirée. On me l'avait expliqué après l'émission. T'sais. C'est une émission de début de soirée. Il y a des familles qui écoutent ça avec des enfants. Des fois, c'est trash, mais ça dépasse pas une certaine limite. Et Thomas avait clairement dépassé la limite de ce qui pouvait être montré à une heure d'écoute comme ça. Ce qui m'a déçu un peu, c'est que sur Internet, des fois, les émissions, ben, les passages des choses qui pouvaient se passer ont été aussi coupés. Ça, je trouve ça un peu plus plate, mais bon. Hugues, c'est sensiblement la même chose. Le sentiment est peut-être différent. Mais oui, je considère qu'il y avait des choses, puis je pense que ça s'appliquerait aussi à Mathieu Baron. Je trouve que Mathieu Baron, je pense qu'on s'y attend tous un peu d'une certaine mesure, mais il y a des choses qui ont été extrêmes dans Love Story 6, qui n'ont pas été montrées, et moi, sincèrement, quand j'ai été en finale, dans les 6 derniers, je m'attendais à peut-être me retrouver contre David en finale, mais jamais au monde je me serais attendu de me retrouver contre Hugues. Je pense que c'est la veille de la finale que j'ai eu le doute dans ma tête que Hugues avait été montré différemment de ce que nous autres on a vu à l'intérieur. Dans le sens que il avait fait faire comme la compétition pour fermer le loft. Là. Il y avait eu comme les événements qu'il fallait qu'il enclenche des bombes ou je me rappelle pas trop. Là. Fait que. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit, s'ils l'ont pris, c'est parce qu'il est populaire. Et là, ça m'a sonné une cloche de me dire, ah man, ils ont fait probablement comme Thomas, ils n'ont pas montré ses mauvais côtés. Et ça, de ce côté-là, je vous dirais que ça m'a déçu. Ça m'a déçu parce que je pense pas que la vision du public aurait été la même si on avait vraiment montré quel genre de personne c'était à la télévision. Encore là, je comprends le principe que malheureusement, tôt le soir, il y a des choses qui se montrent pas. Ben, dans son cas à lui, probablement que ça s'appliquait aussi. Je dirais peut-être un peu moins pire que Thomas, mais dans la même optique. Mathieu Baron, c'est sensiblement la même chose. Fait que oui, j'aurais aimé que ces extraits-là soient montrés au minimum sur Internet. Il y a quelques extraits qui ont été montrés sur Internet. Je pense surtout à Hugues. Il y a certaines affaires, puis Mathieu Baron. Il y a certaines affaires qui ont été montrées sur Internet, mais pas toutes. Fait que de ce côté-là, j'aurais aimé avoir un peu plus de transparence. Puis moi, j'ai toujours été de... Il faut que ça soit transparent pour tout le monde. J'aurais aimé que ça soit transparent pour moi, ça m'aurait pas dérangé. J'aurais assumé tout ce que j'ai fait dans le Love, peu importe. Autant dans le Love 4 que dans le Love 6. Je pense que Priscilla aurait assumé absolument tout aussi ce qu'elle aurait fait. Dominique, même chose. Arcadio, même chose. Mais il y a des joueurs qui ont été chanceux, qui ont été épargnés de ça. Puis oui, il y a eu des joueurs... Tu sais, c'est toujours la fine ligne de se dire... Arcadio a payé le prix fort pour... On pourrait dire sa tromperie envers Cynthia à l'époque. C'est plate qu'il y ait d'autres joueurs qui n'aient pas payé le prix de leur action de leur côté. C'est juste ça qui me fait chier. J'aurais pas voulu que les événements d'Arcadio ne soient pas montrés. J'aurais aimé que les événements des autres joueurs soient montrés. C'est un peu ça la dynamique. Je pense que je comprends que c'est difficile de montrer tout ce que les joueurs peuvent se dire, peuvent faire, mais je pense qu'il y a des affaires assez extrêmes qui auraient dû être montrées. Fait que, ceci étant dit, je dirais que une affaire positive qui n'a pas été montrée et qui m'a frustré, parce que, qui m'a frustré. Ça n'a pas eu un réel impact au final, c'est juste que dans Love Story 6, j'ai eu l'impression qu'on m'a pas montré tant stratégique. Et je vais vous prendre un exemple d'un événement stratégique qui s'est produit dans Love Story 6 qui n'a pas été montré du tout. C'était à la 5e semaine. À la 5e semaine, c'était la semaine des moitiés. En tout cas, il y avait toute une ambiance par rapport aux moitiés. Tout. Delphine venait de se faire éliminer. Mathieu Baron venait de se faire huer. Et mon alliance avec Arcadio, Dominique, Priscilla allait super bien. Je veux dire, on s'entendait numéro 1. Et là, on amène sur le tapis, je pense que c'est moi qui l'avais emmené, je suis plus sûr. Fait que je veux pas prendre trop le crédit là-dessus, mais il me semble que la discussion de base avait été emmenée par moi. J'ai comme fait, écoute, l'autre gang, c'est un vote à l'interne. Évidemment, Christelle, Sini sont en danger, David, Hugues, bon.
Et là, moi, ce que j'amène comme stratégie, j'ai dit, écoute, David et Hugues commencent à être bien confortables là-dedans, dans leur position. Pourquoi on blindside pas David? David ne le verra pas venir pantoute. David, lui, il est sûr qu'il contrôle le jeu bord en bord. Et là, durant toute la semaine, là, on joue avec l'attitude de moi, je m'en vais voir Christelle. Je commence à lui parler, de dire écoute, Christelle, on est ensemble le Story 4, on a nos différents, puis tout. Puis je sais que là, elle commence à stresser. Delphine s'est fait éliminer. Baron est dans la merde. Fait que là, elle commence à. Le petit hamster commence à tourner dans sa tête de dire je suis peut-être pas du bon bord. Fait que là, je commence à minder un peu Christelle de faire comme tu sais, mettons que tu te revirais contre les gars. Ça serait quoi ton choix? De mémoire, Christelle m'avait dit bon, c'est Hugues, puis tout, ok, pas de trouble. On va penser à ça parce que, tu sais, là j'y jouais un peu la comédie, de dire, écoute, je me sens un peu mal parce que, tu sais, t'es allé contre moi, puis tu sais, t'as voulu me sortir quand même, puis tout, mais je comprends que je t'ai pas choisi la première semaine, puis bon, l'influence de Delphine, tout, mais tu sais, ça serait bon de renouer nos liens ensemble, tout. Fait que là, je commence à travailler un peu de ce côté-là, et avec mon alliance, avec Arcadio, Priscilla, Dominique, on commence à vraiment se minder de dire, écoute, on élimine David. Fait que là, toute la semaine, je bullshit David puis Hugues. David, que je fais comme, tu sais, je me souviens d'un événement autour de la table de poule, entre autres, dans le jardin, puis je fais comme à David, ouais, je le sais qu'il y a des traîtres un peu, j'essaie de deviner, c'est peut-être Arcadio, c'est peut-être Dominique, alors que je le sais pertinemment que c'est lui, puis que c'est Hugues. Je savais pertinemment, puis j'ai toutes mes confessionnals à ce moment-là, reflétaient le côté de dire, je sais que c'est David le traître, puis je sais que c'est le trou de cul dans la gang. Je voudrais dire pas méchamment, mais stratégiquement, c'était lui qui switchait d'un bord puis de l'autre. Il switchait du côté des filles, il allait donner de l'information aux filles, il switchait de notre bord et nous donnait de l'information, puis il jouait entre les deux. D'ailleurs, ils se sont appelés les casseurs flotteurs plus tard dans le jeu à cause de tout ça, t'sais. Mais moi, je le savais, je le voyais, puis je me disais, hey man, dimanche, tu le verras pas venir, puis tu te fais sortir, mon gars. Et là, tout se met en place pour qu'on sorte David. Toute la stratégie de la semaine, David ne le voit pas venir pantoute. Et là arrive un événement le vendredi soir. Ouais, c'est le vendredi soir qui arrive, l'événement. Que c'est Alexandra, d'Occupation Double, qui, out of nowhere, pète une crise, comme de quoi que, si ces dernières journées, elle veut sacrer son camp, peu importe c'est qui part, elle va prendre sa place dimanche. Qu'elle voudrait qu'on la vote out, qu'elle veut partir. Et là, elle fait une grosse histoire de ça. Et là, nous autres, on se rassemble, notre clique de 4, puis on fait comme, attends peu. Nous autres, on avait peur un peu d'un vote à l'interne. On avait peur d'un vote à l'interne où il n'y a personne qui serait sauvé du public. Moi, le premier, moi, j'avais vraiment peur de tout ça. Et on se disait, écoute, avec le calcul du nombre de personnes qu'il y a dans l'offre, toute une semaine où ce qu'ils vont faire partir 2 personnes, c'est fort possible, tu sais, une double élimination, quelque chose de même. Fait que là, on commençait à cogiter les différents scénarios qui pouvaient se produire, et là, on se dit, hey, si on était sûr qu'Alexandra se fasse éliminer et qu'elle peut pas prendre la place de quelqu'un, on pourrait faire sortir Christelle, et en faisant que sortir Christelle, on s'assure qu'Alexandra part avec. Et là, pendant une journée, pendant 24 heures, on discute du fait de hey, pourquoi qu'on sortirait pas Christelle? Et là, à ce moment-là, Alexandra, sa seule amie, va se faire éliminer. Et elle va être complètement désemparée. Toute la fin de semaine, elle capote sa vie. On pourrait la prendre par surprise. Elle voit pas l'élimination de Christelle s'en venir. Elle est sûre que ça va être signé. On la prend par surprise. On élimine Christelle. Les deux partent. Alexandra veut prendre sa place. Puis finalement, elle n'est pas capable, puis les deux s'en vont. On a survécu notre double élimination qu'on avait peur qu'il puisse se produire avant la fin du jeu. En plus de ça, on réduit de 2 personnes l'alliance opposée. C'était quelque chose quand même qui, logiquement, côté nombre, ça devenait intéressant pour nous autres. Fait qu'on a cogité ça un peu, et on est allé voir le maître le samedi durant la journée. Samedi, durant la journée, c'est moi qui ai monté avec Arcadio voir le maître et dire écoute, là, si on élimine Christelle, on veut pas qu'Alexandra puisse prendre sa place, là. Tu nous assures qu'on vivra pas un autre Kevin Kyle, là. Moi, je veux pas avoir un autre Kevin Kyle qui vienne
foutre la merde ou n'importe quoi. Si Alexandra part, elle part avec Christelle. Puis là, on a négocié un peu avec le maître, je pourrais dire, de ce côté-là, en y expliquant son point de vue. Et le maître nous donne l'accord de dire, je vous donne ma parole, si Alexandra décide de quitter, elle ne remplacera pas Christelle, elle va partir avec Christelle. Parfait, man. Et là, on arrive évidemment le dimanche, on met nos votes sur Christelle, on élimine Christelle. Alexandra décide de ne pas partir. Bon, ça a fait chier stratégiquement. Sincèrement, ça a fait chier stratégiquement parce qu'on avait vraiment bien monté notre coup, autant contre David, autant contre Christelle. On avait supposé qu'Alexandra s'en aille, elle n'a pas parti. Fait que je comprends que la stratégie n'a pas nécessairement fonctionné. Par contre, c'était un superbe de beau moment stratégique que les 4 ensemble, on a fait à ce moment-là. Parce que David aurait jamais vu le coup venir si on avait été à la stratégie. Et ça aurait changé complètement la donne du reste du jeu. Nous autres, on évaluait que faire éliminer David, Hugues aurait paniqué, il aurait paranoïé. Mathieu Baron aurait été privé d'un allié quand même de taille à ce moment-là. On ne savait pas encore la puissance de Mathieu Baron. J'aurais peut-être pu me rapprocher de Christelle stratégiquement et essayer de la ramener un peu plus de notre bord. Il y avait des possibilités en éliminant David. On ne l'a pas fait. Ça l'a donné beaucoup plus de crédit à David au fil du temps en disant David est vraiment super stratégique, alors que cette semaine-là, il était vraiment toasté des deux bords. Là. Il était éliminé, c'était une certitude qui se faisait sortir. Mais puis il l'a jamais vraiment su. C'était un peu ça aussi. Il a jamais su que à ce moment-là, c'est lui qui partait ce dimanche-là. Mais ça, c'est le genre de choses qui me fait un peu de quoi que ça n'a pas été montré à TV parce que je trouve que c'est vraiment de la super belle stratégie. C'était vraiment intense. Tout le complot, moi, Arcadio avec le maître, les séances que les 4 on s'est faites ensemble dans la chambre, d'arriver puis d'essayer toute la bullshit que j'ai racontée à David, les séances que j'ai faites avec Christelle pour essayer de la ramener vers nous autres parce que je me disais, écoute, ce qui pourrait être drôle, c'est qu'on divise complètement le vote. Tu sais, qu'on mette, mettons, Christelle, Alexandra sur Hugues, que Mathieu Baron vote, exemple, contre Signy, que Signy, on s'en fout un peu éperdument sur qui elle vote, puis notre 4 va être plus fort que n'importe quoi qui ont de le bord. Ça aurait pu être super drôle. Mais on a décidé d'y aller avec Christelle, à cause qu'on était sûr qu'il y a 2 joueuses qui partaient ce soir-là. On s'est trompé, on a resté pogné avec Alexandra. Elle a été éliminée plus tard, mais c'est juste que c'est plate parce que cette stratégie-là n'a pas fonctionné. Mais ça aurait été beau à montrer à TV, en mon sens. Surtout que cette semaine-là, il n'y a pas eu tant de grand-chose à montrer à TV. Moi, quand j'ai regardé les émissions, j'ai comme fait... Oh, la semaine était quand même pas mal vide. Hein? C'était comme... Ouais, c'était plate comme semaine. Hein? Fait que tout l'aspect stratégique n'a pas été montré. J'ai trouvé ça plate. C'est des événements de même, des fois, qui ont pas été montrés à TV ou même sur Internet. Sur Internet, on le voyait un peu plus, mais c'est des événements de même qui n'ont pas été montrés, qui est comme un peu plate. Ça aurait donné un bon show, en mon sens. Ça leur aurait créé un genre de « Ouh, attends peu, ils vont-tu le faire? Ils le feront pas? » Pour moi, je trouvais ça super trippant à l'intérieur. Mais évidemment, tout ce qui est stratégique a comme été retiré de Love Story 6. On n'a pas eu tant de grosses stratégies. Ça n'a pas été montré. C'était limité sur ce qu'on pouvait faire, mais il y en avait quand même. Comme je vous parlais de l'autre jour de l'immunité que j'avais à la 2e semaine. Toute la tractation avec le maître, de dire, écoute, donne-moi la liste des immunisés du public cette semaine, puis je vais utiliser mon immunité pour faire de la merde, pour faire de quoi. Puis là, j'avais préparé le terrain. Geneviève, Priscilla, que j'avais commencé à parler un peu à Delphine, de dire, écoute, tu sais, pour essayer de jongler avec cette idée-là, et finalement, le maître m'a absolument donné aucune corde. Puis j'ai finalement utilisé l'idole d'immunité sur moi pour rien. La première semaine, ça avait fait la même maudite affaire avec Alexandra. Je trouve que c'est des opportunités perdues qui avaient du potentiel en arrière et que le maître a complètement scrappé pour je sais pas quelle raison. Fait que ça je dirais que c'est un peu ça. Ensuite de ça, William Duclair nous avait dit... oh non! Excusez, j'ai sauté une question que je m'étais gardée. Chris Lebel, je vais aller à William après. J'aurais pu y faire dans n'importe quel ordre, dans le fond, mais en tout cas, bref, c'est juste pour pas l'oublier. Chris Lebel m'a demandé mon top 3 de joueurs de télé-réalité québécoise. Puis il a vraiment mis l'emphase sur québécoise.
Je pourrais vous répondre quasiment en claquant des doigts pour américaine, mais québécois. Pour moi, il n'y a pas eu tant de joueurs. C'est souvent des gens qui participent, qui deviennent des joueurs au fil de l'aventure et non pas qui partent avec en se disant mon Dieu, je suis un bon joueur. Tu sais, je vais faire le maximum n'importe quoi. Tu sais, j'ai jamais eu vraiment tant la sensation qu'il y a eu des grands joueurs de télé-réalité au Québec. Parce que pour moi, c'est ce que tu t'accomplis dans le jeu. Fait que Occupation Double, de te matcher, c'est de jouer avec les sentiments. Est-ce que je considère vraiment que c'est d'être joueur? Puis je suis pas un gros fan de télé-réalité québécoise. Fait que l'étendue des télé-réalités que j'ai écoutées est très, très, très faible. Je trouve ça plate, la télé-réalité québécoise. Sincèrement, je l'écoute pas. Je l'écoute pour vous autres, parce que je fais des émissions comme sur Occupation Double, sur XOXO à la saison passée, mais tu sais, normalement, j'écoute pas ça. Pour moi, j'ai pas l'impression de regarder des joueurs jouer. J'ai l'impression de voir du monde évoluer dans un jeu. C'est ça mon principe. Fait que malheureusement, Chris, je t'avais dit sur YouTube, je t'avais réécrit en disant ça risque d'être court. Malheureusement, je suis pas capable de te répondre. J'aimerais ça te répondre pour te dire oui, tel joueur, ah man, il a fait une méchante belle game. Ah, tel autre joueur, ah, c'était écœurant ce qu'il a fait. Sincèrement, là, j'ai même pas ce sentiment-là envers aucun autre joueur. C'est plate. Tu sais, je veux dire, le seul que je pourrais dire que j'ai l'impression qu'il a joué contre moi, je pourrais dire Thomas d'un côté compétitif, David côté stratégique, que je vais lui donner quand même le crédit un peu là-dessus, mais tu sais, globalement, est-ce que je considère que c'est des joueurs? Je pense que Thomas, il était juste compétitif de nature et non pas un joueur qui voulait jouer Love Story. David, elle l'était peut-être un peu plus, il avait une vision un peu plus arrêtée là-dessus, mais tu sais, je pourrais pas te répondre, sincèrement, Chris. Je suis désolé, mais cette question-là, elle va rester probablement dans celle que j'ai pas de réponse à fournir. Je suis désolé. J'aimerais ça. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu des joueurs vraiment en télé-réalité québécoise ou des joueurs qui sont assez marquants pour en tout cas que moi je suis comme wow man, ça m'a dépassé puis c'était écœurant ce qu'ils ont fait comme jeu. Donc, ensuite c'est William Duclair, celui que j'étais censé répondre il y a quelques secondes. Est-ce que c'est possible que les droits d'un concept de télé-réalité comme Love Story deviennent vacants si ça fait trop d'années qu'il n'y a pas eu d'émission et d'être acheté ailleurs pour une autre chaîne? Dans les faits, les droits d'auteur ont une limite. Par contre, quand c'est un concept qui est acheté et qui appartient, je sais qu'il y a des règles particulières, mais généralement, à moins de situations spéciales, les concepts ne deviendront pas vacants. Et généralement, puis je pense que le meilleur exemple, c'est Disney aux États-Unis. Disney s'assure de toujours garder le droit d'auteur en faisant des twists légales pour étirer le droit d'auteur au maximum. Il y a des fois comme des chansons qui deviennent libres de droit ou des trucs du genre. Mais des concepts télé, c'est comme... Je vais prendre un exemple. Même si c'était 20 ans. 20 ans que ça prenait pour qu'un concept devienne vacant. Ben, le studio ou le diffuseur qui se dit « Ouais, ben il y a quand même un potentiel qu'on veut garder là-dedans. » Il va arriver à la 19e année je pourrais dire, de sa non-utilisation de son concept, puis il va faire une saison juste pour remettre les pendules à zéro. Des fois, ça se produit. Fait que c'est rare qu'un studio ou un diffuseur va laisser partir les droits puis faire comme j'obtiens rien en échange. Tu sais, je veux dire, ça serait un peu con d'un diffuseur ou d'une maison de production de dire écoute, j'ai un concept qui vaut, je sais pas moi, 500 000 $, je le vends pas, puis je le laisse vacant pour que quelqu'un le prenne. Il n'y a personne qui va faire ça. Fait que, en théorie, je pense qu'il y a des règles qui s'appliquent. À quel point ça va se produire, je pense que, oublie ça, faudrait qu'il y ait un concept qui soit complètement oublié, genre que le monde va être comme bah, puis que là, peut-être certaines règles bien particulières s'appliquent, puis finalement, il devient vacant. Mais généralement, c'est souvent la personne qui a conçu l'histoire ou qui a conçu le concept à la base
qui peut se réapproprier les droits sur certaines circonstances. Je pense qu'on l'a vu un peu avec Terminator, entre autres aux États-Unis, le film Terminator, que James Cameron a réacquis les droits d'une certaine façon parce qu'il y a certaines règles législatives derrière ça. Puis là, il a réacquis les droits pour le prochain. Mais à part de ça, je pense pas que ça se produise. Si on applique ça à Love Story, je pense pas que jamais que ça va se produire. Soit que le concept va être vendu, soit il va être oublié, ou soit qu'ils vont produire une saison juste pour remettre les compteurs à zéro. Je pourrais dire ça de même. Je pense que c'est ce qui risque d'arriver. Dernière question que je vais prendre pour aujourd'hui. Il m'en reste encore un tas. J'ai une couple de pages de questions encore. Fait que j'essaie de vous déballer ça. Des fois, je réponds à plus qu'une question à la fois. Là. Je me suis rendu compte, des fois, je regarde les questions et je suis comme, oh man, j'ai répondu à elle en répondant à l'autre. Quand je le fais, je m'excuse. Des fois, je cite pas votre nom ou autre, mais c'est pas de la mauvaise volonté, mais souvent, je reviens pas sur la question dans le vidéo suivant, là, mettons. Donc, est-ce que les téléréalités sont traduites comme Survivor, Amazing Race et où on peut les suivre? À l'heure actuelle, Survivor a déjà été traduit. Je ne pense pas qu'il est encore traduit. S'il est traduit, c'est peut-être en France. Ça, c'est possible. J'ai pas vérifié. Amazing Race a été traduit la saison passée pour V. V avait Amazing Race, défi autour du monde. Amazing Race a déjà été traduit aussi, je pense, au canal Évasion. Ça fait des années de ça. Survivor, c'est la même chose. Big Brother, j'ai pas la mémoire que ça a été traduit, mais c'est très limité. Sincèrement, c'est très limité. La traduction est pas super non plus. Je pense qu'il n'y a pas grandes émotions qui passent dans les traductions qui sont faites par rapport à ces shows-là. C'est beaucoup mieux de les écouter en anglais. À date, je pense que les deux seules chaînes qui ont vraiment traduit des émissions comme ça, c'est V et c'est Canal Évasion au fil du temps. Je pense pas que Canal Évasion a jamais ramené cette idée-là de traduire des émissions de télé-réalité américaine depuis des années de ça. V l'a fait avec Amazing Race. Fait que j'ai pas l'idée. Je pense pas que ça fait des assez grosses cotes d'écoute pour produire ces shows-là en langue française, pour les traduire. Je peux me tromper, mais présentement, c'est pas mal ce qu'il y en est. Généralement, je vous tiens quand même au courant. Quand je vois qu'il y a une émission qui va passer, exemple AV, qui vient des États-Unis, puis que c'est une des émissions que j'écoute, comme je dis, une des émissions importantes, comme Survivor, Amazing Race, Big Brother, c'est sûr, je vais vous en parler, puis probablement que je ferai des vidéos par rapport à ces émissions-là. Fait qu'à ce moment-là, je vais vous dire à quelle chaîne ça passe, la plage horaire, des trucs du genre, comme je l'ai fait un peu avec Amazing Race l'automne passé. Mais sinon, je pense pas que c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup puis qui se produit souvent. Fait que je manque de voix là. Elle a été pénible cette fois-ci. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Vous avez encore un paquet de questions que vous m'avez posées. N'hésitez pas d'en poser d'autres. Ça va me faire super plaisir. Souvent, si j'oublie des détails, n'importe quoi, ça me fait super plaisir que vous me posiez des questions sur ces détails-là, des fois. Sur les trucs comme les sujets que je vous parlais tantôt, comme Thomas, comme Hugues, des trucs genre. Je pense pas embarquer sur la description de ce qui se passait. Je l'ai déjà fait en Twitch un peu. Ça me tente pas d'arriver puis de décortiquer puis d'avoir l'impression de faire un peu de diffamation parce que c'est comme ma parole contre celle du joueur si je commence à discuter de ça puis qu'il va s'ostiner pour dire non, j'ai pas fait ça. Puis, bon. Des fois, ça a été fait sous l'impulsion de l'alcool aussi. Fait qu'il y a des choses qui ont été faites sous l'influence de l'alcool. Donc, je pense que ça serait un débat qui est pas pertinent. Fait que j'approfondirai peut-être pas ces questions-là. Pour le reste, ça me fait super plaisir. Fait que je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Et on se retrouve à la prochaine séance de questions-réponses. Bye bye.